De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et délégué du VICAM en Europe, Jean-Marie Talley, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Jean-Marie Bitomo. Alors que le prix du pétrole a chuté, rappelons-le, de plus de 50% depuis son pic de juin 2014, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé ce mardi 10 novembre que les cours du pétrole pourraient connaître un rééquilibrage, mais pas de rebond à court terme. Ainsi, les experts annoncent des prix allant de $80 le baril d'ici à 2020 et à $128 en 2040. Le point avec ce sujet de Deo Gracias Podo. Selon les conclusions de son rapport 2015 présenté ce mardi 10 novembre, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faudra attendre 2020 pour assister à une nouvelle hausse des prix du pétrole sur le plan mondial. Le marché pétrolier devrait se rééquilibrer et le baril de l'or noir atteindra les $80, soit environ $30 au-dessus de son cours actuel. Les experts prévoient une augmentation de la demande de 900 000 barils par jour en moyenne durant les 5 prochaines années, grâce notamment aux besoins grandissants de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et du continent africain. L'analyse de l'évolution du prix du baril ne peut se faire que sur l'offre et la demande. Tous ces effets qui ont impacté la réduction relèvent d'abord de crise géopolitique, du fait que les pays de l'OPEP ont décidé de vendre une partie de leur production hors quota. Le troisième point aussi est que, vous savez, il y a un effet mécanique entre le dollar et le prix du baril. Tous ces éléments, l'un dans l'autre, nous amènera pour une meilleure appréciation, si vous voulez, du prix du dollar, de voir comment se comportera l'offre et la demande. L'Agence internationale de l'énergie considère que les 12 membres de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, continueront à jouer un rôle central sur le marché international. De l'avis des experts, en Afrique tout comme sur les autres continents, cette période de prix bas doit être mise à profit dans l'optique de la croissance économique et aussi pour pouvoir affronter les éventuels défis liés à la sécurité énergétique. Pour moi, la demande ne pourra pas croître plus que cela, parce qu'elle est fonction des prévisions. On a des taux de croissance au niveau du Fonds monétaire pour les pays les plus développés qui ne pourront pas excéder 2,5%. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir des gaps de croissance importants qui vont nécessiter donc des besoins d'énergie significatifs. C'est sûr qu'avec tout le développement des énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien, tout ça fera que les gens auront une attitude complètement différente dans le choix de leur stratégie énergétique. Les prix de l'or noir ont chuté de plus de 50% depuis juin 2014 et se situent en 2015 sous la barre des $50 en raison notamment de la décision des pays membres de l'OPEP d'inonder le marché en vue de contrer l'essor du gaz de schiste des États-Unis. L'Agence internationale de l'énergie n'exclut pas toutefois le scénario d'un maintien de ces prix jusqu'en 2020 avant une remontée progressive jusqu'à $85 en 2040. Jean-Marie, ces prévisions sont floues. Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Parce qu'on a deux scénarios selon l'Agence internationale. Un baril à $80 en 2020 ou un baril qui se maintiendrait à $50 pendant 10 ans. À quel sens vouer? Il y a une chose qui est claire, relativement claire. C'est une problématique dont nous avons déjà parlé sur ce plateau, Amira. Moi, j'ai dit aux Africains, j'ai réagi à un reportage sur lequel Alfred a intervenu. J'ai été clair dessus. J'ai dit aux gens que l'Afrique, à partir d'aujourd'hui, il nous faut nous diversifier. Tout simplement pourquoi? Parce que la demande de pétrole dans le monde entier va aller en baissant. On parle des énergies, si vous voulez, interchangeables qui vont remplacer le pétrole. À partir de là, on regarde seulement ce qui se passe dans l'environnement. L'automobile occupe une place très très importante. Quand vous avez la majorité des voitures, l'Europe aujourd'hui va réduire sa consommation de pétrole d'ici 2040 de 13 à 15%, si vous voulez. Tout simplement pourquoi? Parce que vous aurez des voitures électriques qui seront sur le marché. Donc à partir de là, l'équation est simple. L'équation est simple, ça veut dire que le surplus que vous avez sur le marché, qu'est-ce qui va le prendre? Aujourd'hui, les pays africains, on nous parle de 2040, les pays africains n'ont pas la capacité de pouvoir absorber leur production, du moins les pays producteurs de pétrole. C'est vrai qu'on joue, si vous voulez, on est dans le principe des vases communicants, les pays producteurs en souffrent et ceux qui sont non producteurs, bon, je prendrai l'exemple du Maroc qui a économisé énormément d'argent sur le dernier trimestre grâce à un prix du baril qui est relativement bas. Mais
il faut que les États producteurs de pétrole en Afrique se lancent dans la diversification dont nous parlons tout le temps sur ce plateau. Et en bout de course, savoir que le pétrole ne va plus atteindre les sommets que nous avons atteints à $130. C'est impossible. C'est-à-dire concrètement, tout simplement pourquoi? Parce que tout le parc automobile mondial des pays développés va être transformé dans les 2 prochaines décennies à venir. Donc, vous avez l'Arabie Saoudite qui est en train d'inonder le marché sur les marchés parallèles pour pouvoir contrer la production du gaz, du pétrole de schiste aux États-Unis. Les Américains, jusqu'en 2010, ils produisaient à peu près 7 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, ils en sont à 12 millions. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous allez avoir une offre sur le marché qui va être pléthorique et le prix du pétrole ne fera que baisser dans les décennies à venir. Gratien, selon le premier scénario, pétrole à $80 en 2020, est-ce que les États africains, les États rentiers producteurs de pétrole, ont les armes, les outils nécessaires pour vivre et survivre jusqu'à 2020 avec un baril à $50? Ces États déjà survivent jusqu'aujourd'hui avec le prix du pétrole, du baril. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces États n'ont pas pu anticiper, disons, cette baisse. On sait bien que, en fait, pour arriver jusqu'à $100 par baril, même là, on criait le prix du baril, ce n'était pas à son niveau. En fait, les marchés se sont rééquilibrés. Mais en même temps, on peut dire que ces États africains n'ont pas profité. Il n'y a pas eu une croissance générée par le prix du baril qui était à un certain niveau. Et en même temps, je dirais les consommateurs, non pas les producteurs. Les Africains, les pays qui ne produisent pas mais qui consomment, n'ont pas eu vraiment de part de croissance en raison de cette baisse de pétrole. Ce qui fait que finalement, le pétrole ne joue pas beaucoup au niveau de la croissance africaine. Mais ce que dit Jean-Marie Bitomo, je pense que finalement, même les jours à venir, il y a l'Afrique, il y a le développement de l'Afrique, la croissance, il y aura beaucoup une classe moyenne. En Europe, ils ne vont pas acheter beaucoup de voitures. Les Africains vont beaucoup les acheter et ça ne sera pas souvent électrique, comme souvent on aura des voitures à pétrole, à essence. Et ce qui fait que finalement, l'Afrique va vouloir consommer beaucoup d'essence, alors que si vraiment on n'y prend pas garde, on produira, on enverra le pétrole être raffiné dans les pays occidentaux et revenir en Afrique pour être consommé. Ce qui ferait bien d'entrer dans la modernité, que tout le pétrole africain soit raffiné en Afrique et consommé ailleurs en Afrique. Monsieur Talley, il n'a jamais été aussi urgent pour les pays rentiers de diversifier leur économie. Je dirais oui, mais il y a quelque chose qui se soulève là dans ce qu'on dit de l'Afrique. L'Afrique a toujours été, depuis la nuit des temps, productrice de pétrole, mais c'est l'environnement où le pétrole coûte le plus cher, où on ne raffine même pas très souvent réellement le pétrole que nous consommons localement. Alors, quand on annonce comme ça dans les études, dans des analyses, le prix du baril de 80 à 50. Alors, qui a dit ça? Qui annonce ça? Quand on regarde les organisations et les organismes qui édictent ces chartes-là et qui donnent ces chiffres-là, quand vous regardez, si vous creusez en dessous, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un système, un moyen de perturbation du système de construction et développement de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas, quand on navigue entre 80 et 50, on ne sait pas trop, avoir des prévisions fiables pour la construction d'un système de développement. Et là, ça pose un problème. Alors, pourquoi les pays africains, qui connaissent l'étendue de leur sous-sol, ne peuvent pas bénéficier des capacités et des ressources humaines capables de leur dire exactement dans combien de temps il y aura plus ou moins de pétrole et combien ça coûtera? Alors, il ne faut pas qu'on attende toujours que ça vienne des autres. Et ça revient souvent quand on vous dit investir en Afrique. Allez investir en Afrique. Vous avez un autre système d'organisation ou d'organismes qui vous disent c'est un environnement risqué, il faut faire attention. Mais moi, je vais vous dire, en général, vous prenez le taux moyen de croissance en Afrique qui est de l'ordre de 7%. Si on prend les facteurs inhibants qui empêchent la croissance, qui sont les guerres, qui sont les instabilités, si on les évalue à 2-3%, si vous dites ça, vous allez voir qu'il nous restera quand même 3-4%. Donc à partir de ce moment-là, quand on sort d'un environnement comme celui-ci qui peine... Je suis désolée. La 18e assemblée annuelle du comité des superviseurs de banque d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est clôturée ce jeudi 12 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, les délégués venus de 12 pays ont réfléchi à la meilleure manière d'accélérer l'inclusion financière. Reportage de Jacques Amboka.
Il faut œuvrer pour la promotion de l'inclusion financière. C'est la grande recommandation issue de la 18e Assemblée annuelle du Comité des superviseurs des banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue du 11 au 12 novembre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Financer à moindre coût les économies, c'est l'objectif visé. Une bonne note, les institutions bancaires membres du comité présentent une stabilité malgré certaines turbulences économiques qui secouent le monde. C'était une session technique au cours de laquelle chaque pays a présenté la situation bancaire et les évolutions dans le secteur. Et d'une manière générale, et ce malgré certaines turbulences au niveau mondial, les banques de la région tiennent encore bon. La 18e Assemblée des superviseurs des banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a par ailleurs élu le Congolais Jean-Luc Boipombo à la tête de ces comités. Le nouveau président va travailler sous la supervision de la Banque centrale du Congo. Un fonctionnement régulier du bureau du comité de superviseurs de banques de la sous-région, ça c'est une première chose. Et c'est mettre au pas de la réglementation prudentielle suivant le prescrit de Bâle 2, Bâle 3. Donc nous devons nous mettre à jour sur le plan réglementaire parce que le marché évolue, il faut suivre. Et des deux, nous devons assurer cette inclusion financière et nous travaillons depuis longtemps pour ça. Le comité des superviseurs des banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été créé au Ghana en 1994. Il est composé des responsables de supervision bancaire des 12 banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La 18e assemblée de ces comités se tient après celle tenue en 2002 à Abuja, au Nigeria. Jean-Marie Talley, très rapidement, je vous laisse finir votre analyse sur le cours du pétrole, mais vraiment rapide. Oui, alors je suis en train de dire que quand on est dans un environnement comme celui de l'Afrique, où on fait un taux moyen de croissance de 7%, à des environnements ou des endroits où on part à 12%, si les facteurs inhibants sont évalués à 2%, si on l'affecte à cette moyenne-là, on a encore 5% de taux de croissance positif. Donc à partir de là, quand on vient d'un environnement comme celui-ci d'Europe pour investir en Afrique, on s'aperçoit qu'ici on a de la peine à faire 1% de croissance, donc on peut le faire en Afrique, que ce soit instable ou pas instable, que ce soit des zones à risque ou quelle que soit la force du risque, il y a encore à faire en Afrique, il y a encore l'investissement et la croissance à lever, à avoir en Afrique. Je me tourne vers l'autre Jean-Marie pour parler d'inclusion financière. Et c'est justement une des faiblesses du continent africain. Amira, comme nous le disons souvent sur ce plateau, j'ai l'impression qu'on prend toujours les problèmes à l'envers. L'Africain a quel revenu moyen? C'est-à-dire, quand on nous pose maintenant, si vous voulez, des grandes messes comme celle-ci, elles sont intéressantes. Mais quel est le revenu moyen par habitant de l'Africain aujourd'hui? On va nous dire que oui, il faut qu'il y ait une inclusion financière dans les États. C'est vrai. C'est-à-dire, quand on raisonne théoriquement dans l'absolu, on se dit que c'est quelque chose de génial. Il faut rapprocher, comment dirais-je, le petit paysan du banquier pour qu'il puisse avoir des garanties qui soient compatibles par rapport à son activité. C'est bien tout ça. Mais en amont, d'aucuns me diront que oui, il est mieux de préparer ces institutions-là et de les poser là. Les poser là, mais ça sert à quoi? Cet argent-là pourrait être affecté à des stratégies beaucoup plus efficaces. Donc, de mon point de vue, c'est quelque chose qui semble être intéressant, mais qui n'est pas vraiment une idée qui peut fonctionner. Ratien, vraiment très rapide. Oui, juste pour dire qu'il faut d'abord augmenter les revenus des Africains. Et en plus, que les banques, disons, on ne peut pas demander aux gens, aux citoyens, de déposer l'argent à la banque avec les frais bancaires qui pratiquement égaux à leurs revenus, donc qui seront pratiquement pris par les mêmes banques. Il faut que ces banques, disons, s'alignent à la population et ne pas avoir la logique européenne et s'appliquer en Afrique. Merci Gratien pour vos analyses. Merci Amir. Merci à vous également Jean-Marie. Bonsoir Amira, bon week-end à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, à vous-même aussi bien sûr Amira. Merci Jean-Marie. Et merci à vous Jean-Marie Talley. Je rappelle que vous êtes délégué du GICAM en Europe. Merci pour vos réactions. Merci infiniment Amira. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.